Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Encore les grandes pluies sur Conakry et plusieurs quartiers sont sous menace d'inondation. C'est le cas à Ratoma où presque tous les quartiers sont envahis par des ordures qui obstruent des canaux d'évacuation des eaux de ruissellement. Cette année, la commune s'engage dans l'identification des points noirs afin de les curer. L'Afrique subsaharienne ne saurait facilement échapper aux conséquences économiques de la crise ukrainienne et celles sanitaires qui perdurent. C'est du moins ce que révèle un document publié par le Fonds monétaire international. Ce jeudi, des experts du FMI étaient face aux étudiants pour leur expliquer le contenu. Et puis le tout sport, ce sera en fin de journal avec Paul Fatia Tunkara. C'est tout pour le sommaire et bienvenue à tous. Nous entamons cette édition par cette brève mauvaise nouvelle pour l'ex-ministre de la Sécurité et de la Protection civile sous le régime déchu, Albert Damontan Camara, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières CRIEF, Ali Touré, s'est pourvu en cassation devant la Cour suprême contre sa mise en liberté provisoire assortie du paiement d'une caution d'1 milliard qui lui a été accordée ce jeudi 16 juin par le juge de la Chambre spéciale de contrôle d'instruction, contrairement aux premières informations. Dans la foulée, Damontan Albert Camara retourne donc en prison. À Kindia, le président de la transition a conduit ce jeudi la session ordinaire du Conseil des ministres dans le cadre de l'immersion gouvernementale dans la ville. Ils sont nombreux des citoyens qui se réjouissent de cette visite du président dans la ville des agrumes. L'occasion a même été mise à profit par certains pour attirer l'attention du président sur des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Reportage Joseph Bangora. Au pouvoir depuis le 5 septembre 2021, c'est la première fois que le président de la transition se rend officiellement dans la préfecture de Kindia. Venu pour présider le Conseil des ministres ce jeudi, l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya dans la capitale de Légumes a reçu les citoyens dans leur majorité. On s'y attendait à son arrivée. Il vient voir sa population, il vient voir ses citoyens, il vient voir sa commune, il vient voir la capitale de la Guinée-Maritime. Quand le chef de l'État, comme le colonel Mamadi Doumbouya, arrive dans une préfecture, c'est une joie immense et on s'en réjouit très sincèrement. Je crois depuis que le président est arrivé au pouvoir, c'est la première fois qu'il sort à l'intérieur du pays. Donc Kindia déjà, nous le félicitons et nous nous disons chapeau par rapport à ça. La venue du colonel Mamadi Doumbouya dans la ville de Kindia a été une réelle opportunité pour certains leaders religieux d'attirer son attention sur certains nombres de problèmes auxquels la population fait face. Nous souhaitons qu'il s'intéresse aux problèmes de route, d'eau et d'électricité auxquels nous sommes confrontés. Le chômage de nos enfants est aussi une de nos préoccupations. Nous voulons qu'il mette cette visite à profit pour faire face à ces difficultés, pour le bien des populations de Kindia et du pays. Hormis les leaders religieux, la venue du président de la transition à Kindia a permis aussi à certaines femmes leaders de la ville d'exposer leurs difficultés. Nous éprouvons des difficultés, nous les femmes aussi. Nous ne gagnons pas de poissons de qualité. Nous n'avons pas de capitaux, encore moins des chambres froides pour conserver nos produits. Nous voulons qu'on nous écoute aussi sur nos difficultés sans aucun intermédiaire. En bougeant pour la capitale Conakry, le cortège du colonel Mamadi Doumbouya a été aussi ovationné par une foule de jeunes en liesse comme pour dire que la transition suit son cours normal. Je vous le disais à l'instant, la commune de Ratoma, avec ses 34 quartiers, n'est pas à l'abri des risques des cas d'inondation. Pendant les fortes pluies, déjà plusieurs caniveaux sont obstrués par des ordures dans les quartiers de Amdalaï et Ratoma dispensaire. Pour éviter le pire, les autorités communales ont créé un service d'assainissement et de gestion des déchets pour identifier et curer les caniveaux d'évacuation d'eau avant les fortes pluies. Ali Badara Camara et Abdoulaye Camara. Chaque saison pluvieuse,
Les habitants de Ratoma dispensaire traversent le calvaire dû au débordement des eaux de ruissellement. Ces canaux d'évacuation d'eau visiblement bouchés occasionnent des cas d'inondation dans ces concessions environnantes. Les caniveaux sont remplis d'ordures, ce qui encourage le débordement d'eau dans nos cours et entraîne des dégâts. Les tuyaux de la Société guinéenne des eaux et des ordures occupent la trajectoire des eaux de ruissellement. Pourtant, la plupart des foyers sont approvisionnés à partir de ces tuyaux de la SEG. Le danger, c'est parce qu'avec les tuyaux là, les saletés même, il y a un monsieur là même, il a son douche communiquée dans le caniveau. C'est très grave. Donc, ce que nous utilisons ici, c'est pas bon. Pour minimiser les dégâts pendant les fortes pluies à Ratoma, un service d'assainissement et de gestion des déchets a été mis en place pour pouvoir identifier et curer les points inondables. Il y a des points critiques, ce sont souvent là où il y a des caniveaux, des intersections, une fois bloquées, créent des inondations. Mais il y a des points noirs aussi là, dans les quartiers que la population, là où la population regroupe des ordures et font des tas d'immondices. Donc il y a ces deux cas-là, non seulement les points critiques, mais aussi les points noirs qu'on a réussi à enlever. Au total, nous avons eu à enlever 147 points noirs, les points critiques depuis le 10 juin, depuis le 10 mai jusqu'à maintenant. Là. Si les points noirs sont identifiés dans la commune de Ratoma pour des activités de curage, rien n'est encore visible dans la commune de Matoto. Cela à cause du gel des comptes de la mairie. Dernier virage des préparatifs du baccalauréat unique. Cette année, ils sont 102 601 candidats, dont 40 579 filles, 11 410 candidats libres à affronter le baccalauréat unique sur l'ensemble du territoire national. Les candidats disent tirer les leçons des examens passés. Diana Bangoura et Ibrahima Seri Kamara. Les premières épreuves du baccalauréat unique commenceront demain vendredi par l'histoire et les mathématiques. Dans la cour de l'école Léopold Sédar Senghor, un des centres d'examen, des candidats déambulent dans tous les sens pour retrouver leur salle. Des salles de classe que nous avons visitées semblent être dans les normes. C'est mon centre. Bon, pour le moment, tout va bien parce que là, on est venu trouver qu'il y a des listes affichées dans les salles et puis bon, c'est un peu cool le fait. Face aux multiples cas de fraudes enregistrés au BEPC, ces candidats disent tirer des leçons. Parmi eux, certains ont des ambitions bien grandes. Être lauréat de la République. Pour moi, la meilleure préparation, c'est la préparation mentale. Pour voir, nous sommes calés d'abord mentalement. Je crois que ça, c'est un atout et tout ce qu'on peut dire. Les autres, on va essayer de voir, on est là-dessus. Ce qui m'éclaire, c'est très alarmant. Voir, il y a des fraudes au niveau du BEPC. Donc, du côté positif, on a tiré qu'on doit se méfier. J'ai regardé la télé espace sur le journal le 22h. Là, j'avais vu le procureur général de Mafanko qui parlait sur la punition d'un professeur de chimie et certains élèves qui a composé pour son ami Gamal Abdel Nasser. J'ai suivi les actualités sur ça et là, ça m'a permis de réviser, de boucher encore dur. Je ne compte pas sur les papiers ni les téléphones, je compte sur mon expérience parce que là, j'ai fait 9 mois de cours. Les professeurs m'ont donné des cours pour réviser et là, je ne peux pas venir au fait bafouiller cas comme ça pour me frauder et au fait gaspiller l'argent de mes parents. Et tout ce que je vis, c'est lauréat, je vis, Inch'Allah, et je le réalise. Nous avons un objectif à atteindre, donc nous sommes venus pour faire ça et je pense que Dieu est avec nous. Ce qu'on a fait en classe, si c'est les mêmes sujets, on va reproduire les mêmes leçons, ça va, je peux avoir mon bac, Inch'Allah. Ces évaluations prendront fin le mardi 21 juin sur toute l'étendue du territoire national. Dans le même cadre, la faute relevée dans l'épreuve de physique par un surveillant ne sera pas ignorée, dit le DCE de Kaloum. L'acte est survenu au centre Al-Mamia lors du brevet d'études du premier cycle. Selon Ibrahima Dokta Yatara, les autorités éducatives sont saisies du problème et rassurent les candidats concernés qu'elles la prendront en compte. Pendant ce temps, le surveillant inculpé, le délégué et le chef de ce centre sont tous poursuivis. Propos recueillis par Diana Bangoura et Ibrahima Sori 5 Souma. Le surveillant le décrit
420 hommes a écrit 42 hommes. Et notre ministre, Guillaume Awing, qui tient à ce qu'il y ait la justice dans le déroulement de ces examens nationaux, a tenu à ce que tout manquement venant du côté des enseignants, les candidats ne vont pas supporter ces charges. C'est pourquoi on a tenu à informer les autorités, parce que l'examen, ça a beaucoup de niveaux. Il y a la phase du déroulement réel, il y a aussi les phases de correction. Donc, ceux qui ont en charge de corriger, à travers Madame l'inspectrice régionale de l'éducation, leur attention a été attirée. Pour ne pas que l'heure, là aussi, reste sur la conscience des candidats, on est allé rassurer les candidats que ça sera, on tiendra compte, parce que c'est ça aussi, la justice. Les toutes premières épreuves des évaluations pratiques des examens de sortie session 2022 des écoles professionnelles se poursuivent dans la commune urbaine de Bokeh. Mais quel est l'engouement qui caractérise ces examens de sortie dans les différents centres au niveau de la préfecture de Bokeh? Quelques étudiants et encadreurs rencontrés par notre reporter se félicitent du bon déroulement de ces évaluations pratiques. Reportage Omar Sori Kamara et Aïssatou Kesso Diallo. L'économie de l'Afrique au sud du Sahara n'est pas épargnée par des chocs exogènes. Ce qui ressort des perspectives économiques de la région établies par le Fonds monétaire international. Comme à l'accoutumée, cette projection est faite chaque 6 mois. Vu que les perspectives régionales sont complexes, il est fondamental d'en débattre avec des étudiants, selon le représentant résident du FMI en Guinée. Donc, les services ont revu à la baisse les prévisions de croissance, non seulement pour la Guinée, mais aussi d'une manière générale pour l'Afrique subsaharienne. Il est vrai que pour l'Afrique subsaharienne, pour cette année, les prévisions de croissance restent à 3,8%, mais quand même ça cache des aspects un peu particuliers de beaucoup de pays. 80% du blé de la Russie et de l'Ukraine sont exportés vers l'Afrique. Les deux pays offrent un volume d'exportation significatif par rapport à 8 autres pays considérés comme source d'approvisionnement vers le continent. Alors, le conflit ukrainien a tout stoppé. Moi, à ma propre pensée, je dirais que le gouvernement guinéen ou africain doit s'investir dans le secteur privé, accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat qui est un facteur aujourd'hui pour le développement de tous les pays. Le resserrement de la politique monétaire des pays avancés, la Covid-19, tel autre facteur qui sont des enseignements tirés par ces apprenants. Pas seulement. À travers nos dettes, si la Guinée veut vraiment lutter contre la dette, il faut qu'ils s'investissent plus sur nos biens, les matières premières sont là. Face à une croissance qui s'établit à 3,8%, les pays de l'Afrique subsaharienne devront pour le moment aider les couches vulnérables, trouver un compromis entre l'inflation et la croissance, renforcer le système d'inclusion financière et gérer les pressions sur le taux de change. Un choc de plus, moins de possibilités, c'est une situation économique à laquelle fait face l'Afrique subsaharienne avec une croissance de 3,8%. Cette situation demeure complexe selon un document publié par le FMI. Les causes de cette réalité économique, notamment la guerre en Ukraine, la pandémie qui perdure, ont été expliquées ce jeudi aux étudiants de Symphonia par l'institution financière internationale d'Ibrilba et Yacouba Traoré. Loin d'une noyade ou de l'impact d'une grosse vague, ce dégât est causé par un tronc d'arbre qui a percé la pirogue selon les victimes. Ces pêcheurs étaient en provenance de la Guinée-Bissau pour le port de Kamsar, à partir duquel plusieurs villes de la Guinée sont approvisionnées en poissons. La pirogue a été percée, elle ne s'est pas noyée et n'a été frappée par les vagues. Mais tous les bagages qui étaient à son bord étaient mouillés. C'est catastrophique. Au dire de la présidente nationale des vendeuses de poissons fumés, les pertes enregistrées sont énormes et sont estimées à plusieurs milliards de francs guinéens. Kadiatou Kondé dit également avoir perdu 11 paniers de poissons. La présidente m'a dit qu'après évaluation, la perte s'élève à hauteur de 3 milliards. Personnellement, j'ai perdu 11 paniers et chaque panier peut m'apporter 18 à 20 millions. 18 millions, 20 millions.
La vétusté des équipements et le manque de matériel sont à la base de la situation, selon le responsable du port. Les difficultés sont multiples et diverses. Celles-ci sont liées notamment à la qualité du bois pour la confection des pirogues, mais aussi des moteurs de moindre qualité. Nous n'avons pas de matériel. Nos moteurs sont vétustes et nos bois sont fragiles. Alia Kamara est chef du port Fori de Kamsar. Il reconnaît que des efforts ont été fournis par l'État pour les assister, mais constate des insuffisances. C'est pourquoi il invite l'État guinéen à agir de nouveau. L'État nous a dit d'éviter la haute mer. Il nous a donné des gilets de sauvetage. Mais c'est insuffisant. C'est pourquoi nous lui demandons plus. Toutes nos excuses, c'était plutôt un élément de Mamadou Paté Diallo qui parle d'une grosse perte pour les commerçants et pêcheurs de Kamsar en cause d'une pirogue qui a heurté un tronc d'arbre en pleine mer et a causé des dégâts sur la coque, faisant perdre une grosse quantité de poissons pêchés. Les pertes sont estimées à 3 milliards de francs guinéens selon les victimes qui pointent du doigt un manque d'équipement. Et puis le Forum pour une transition apaisée s'est réuni ce jeudi à Conakry. Il invite l'ensemble des acteurs sociopolitiques à œuvrer pour une transition réussie, encourage le CNRD à poursuivre la lutte contre les crimes économiques et financiers. Des membres du Forum ont par ailleurs condamné l'agression du chroniqueur des GG par le leader politique Aboubakar Souma. Compte rendu, Mamadou Kalisso et Aboubakar Dine Kamara. Le FTA invite le CNRD à ouvrir un dialogue inclusif, appelle la CRIEF à poursuivre les auteurs présumés des crimes économiques et financiers. Ces acteurs sociopolitiques se désolidarisent de l'appel à une manifestation du FNDC le 23 juin prochain. Notre forum exhorte la communauté nationale et internationale à apporter leur contribution au CNRD afin que la transition qu'il a initiée aboutisse à des élections crédibles, inclusive, libre et transparente en Guinée. Un tel résultat mettrait en place un gouvernement démocratique tout en pavant la voie à l'avènement de l'état de droit dans notre pays. Des membres du forum ont aussi compati à la douleur des familles des victimes des derniers accidents de la circulation qui ont endeuillé les Guinéens. Et aux usagers dans leur ensemble, nous en avons appelé à une certaine prudence parce qu'on ne peut pas continuer à observer que nous perdions, n'est-ce pas, tant de vies sur nos routes. Le président du bloc libéral a condamné l'agression d'Ahmed Kamara, chroniqueur des GG, par Aboubakar Souma, du GDE. On a déploré le fait que notre collègue Souma n'ait pas gardé sa sérénité parce qu'en tant que leader politique, nous sommes appelés à faire face à des sujets encore plus difficiles à gérer. Mais ce qui doit nous caractériser en toutes circonstances, c'est la sérénité. Et donc, perdre cette sérénité jusqu'à porter la main sur un journaliste, je trouve que ça n'a pas été élégant. Et c'est de nature à ternir davantage l'image de la classe politique que nous constituons. Dans les jours à venir, Aboubakar Souma devrait être entendu par le parquet de Mafanko, nous apprendons. Et puis lancement ce jeudi à Conakry des travaux de l'atelier de restitution du projet Indigo, une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation qui vise à mettre en place des projets innovants pour des universités guinéennes soutenues par des partenaires européens. Bernard Koundouno décrypte les images de Aboubakar Keke Bangoura. Le projet Indigo est un document cadre de planification qui devrait permettre aux établissements d'enseignement supérieur d'avoir plus de visibilité sur l'impact de la formation des étudiants, notamment dans le domaine de la recherche scientifique ainsi que la vie en communauté. Ce présent atelier vise à restituer les travaux effectués dans le cadre de la mise en place des projets d'établissement projetés sur les 5 prochaines années. Nous sommes là avec le ministère pour écouter toutes les parties prenantes et la société civile afin de partager au maximum ces projets d'établissement que les universités ont élaborés. Indigo est donc un projet de renforcement des capacités qui a pour objectif de soutenir
la modernisation des universités guinéennes. Des universités de Conakry associées à certaines de l'intérieur du pays portent ce projet. Il se déroule en 8 étapes avec pour thème la restitution et la formation en vue de renforcer les capacités des étudiants. Pour sa réussite, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne assure la coordination. L'objectif de travailler avec des universités publiques, privées, de la capitale, des provinces, les instances et des partenaires professionnels, c'est d'améliorer la gouvernance des universités pour concourir à une meilleure employabilité des jeunes. Le projet s'inscrit en droite ligne avec la vision des nouvelles autorités éducatives du pays, se félicite le secrétaire général du département qui a lancé les travaux. Nous estimons que c'est vraiment un projet important parce que rien ne peut se faire sans la gouvernance. Indigo favorise la coopération internationale avec des universités européennes. Le projet est à sa 2e phase. Il reste donc 1 an pour concrétiser les 11 projets d'établissement dont certains ont déjà été présentés dans les universités et soumis au département de l'enseignement supérieur. Forum sur le leadership local ce jeudi à Conakry. Cette rencontre à l'initiative de Catholic Relief Service porte sur le renforcement du leadership local en Guinée et surtout son impact sur les communautés. À la base, l'objectif est de renforcer les capacités des organisations guinéennes sur le développement des communautés. Rosaline Goto-Monemou, Ibrahima Souma. Depuis 1943, Catholic Relief Service travaille avec des organisations locales pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d'aide et de développement. Son objectif est de renforcer leurs capacités afin de mettre en œuvre des activités et de travailler avec des communautés à la base. De réduire la pauvreté, de répondre aux urgences, d'aider les familles dans les communautés très éloignées qui souffrent. Elles sont nombreuses, ces organisations guinéennes qui bénéficient d'un accompagnement de CRS. Pour les intéressés, ce transfert de compétences locales leur permettra d'être des instruments d'aide auprès des communautés vulnérables. Nous saluons vraiment l'idée de l'organisation parce que pour nous, CRS est un partenaire stratégique, un partenaire technique et financier qui nous a beaucoup aidés, notamment dans le cadre du renforcement de la capacité institutionnelle, mais aussi personnelle et collective de nos personnels des différentes institutions. CRS permet aux organisations de prendre en charge le développement des communautés afin de réduire la pauvreté. Pour le représentant du ministre de la Santé à ce forum, l'initiative de CRS s'inscrit en droite ligne avec la vision du gouvernement. Ce processus, quelque part dans le système de santé, j'avais déjà entamé quand j'étais coordonnateur du programme de lutte contre le paludisme, où on a déjà franchi des étapes pour transférer la compétence de CRS vers le programme de lutte contre le paludisme. Et aujourd'hui, il y a une certaine autonomie au niveau de ce programme. Il faut rappeler qu'en 2021, CRS a contribué à renforcer les capacités de 123 organisations locales à travers 27 pays dans le monde. Et grâce à ces efforts, plus de 25 millions de dollars ont été mobilisés par des partenaires locaux auprès des bailleurs et gouvernements. Un corps sans vie a été retrouvé ce jeudi à Simbaïkol, dans la commune de Matoto. Le président du conseil de quartier indique que l'individu n'a pour le moment pas été identifié, mais le corps a tout de même été transporté par une ambulance pour la morgue. Mamadou Sadio Baldé commente les images de Ibrahima Souri, Sankisouma. L'alerte a été donnée par les fidèles qui partaient à la mosquée. Les autorités locales engagent des démarches en vue de l'identification de l'homme. Oui, la situation, nous ne pouvons pas tellement être larges là-dessus, parce que il a été ceux qui allaient à la prière, qui l'ont vu étaler. Ce sont eux qui ont avisé le chef secteur, immédiatement lui aussi, il avait ses supérieurs, il nous a appelés. À en croire le président du conseil de quartier, les constats révèlent que la victime a subi des tortures. J'ai commencé à ça, on a crié, on a demandé tout le monde. Vous venez encore pour la deuxième fois, télévisé, on a demandé, personne ne le connaît ici. Pas du tout naturel. Parce que quand vous voyez son dos, les genoux, l'épaule, bras, il est sérieusement battu. Sur l'origine de sa mort, El Hadji Ibrahima Dabo se montre prudent, mais malgré tout, il donne des indices.
Non, on ne peut pas le dire, parce qu'à Conakry, il y a deux choses. On peut battre quelqu'un et on le laisse là-bas. On peut agresser quelque part aussi et venir le larguer quelque part. Finalement, le corps a été transporté par une ambulance. Le Salon des entrepreneurs de Guinée, SADEN, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis en Guinée et Google, a procédé ce mercredi à la clôture de la première édition de l'activité dénommée des outils numériques pour l'innovation. Il s'agit d'un atelier de formation destiné à équiper les entrepreneurs guinéens d'outils numériques, mais aussi à les accompagner dans la définition d'une stratégie pour étendre leur impact et développer leur entreprise de manière durable. Antoinette Dédé Onivogui. Destiné aux entrepreneurs guinéens, ces 3 jours de formation suivis d'une compétition visent à doter 25 entreprises guinéennes d'outils numériques afin d'accroître leur impact et développer durablement leur activité. Nous sommes heureux, nous sommes contents, les entreprises ont été formées, nous avons appris avec elles, nous avons entendu, nous avons revu à peu près 25 projets. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de savoir que la personne, la finaliste, ira à l'intérieur du pays avec cette contribution, mais pas seulement financière, mais cet apport, ne serait-ce même qu'en termes de formation. Partenaire officiel du concours, l'ambassadeur des États-Unis a rappelé l'objectif recherché par son institution en accompagnant ce projet. Tous les projets tiennent beaucoup de mérite. Chacun est une solution d'un problème en la Guinée. Et c'est l'avenir, les nouvelles solutions pour les anciens problèmes. Et les nouvelles générations, ils ont la solution. Chaque candidat encadré par un coach a présenté et défendu son projet pendant 7 minutes. Au final, 5 projets sont sortis lauréats, tous portés par des femmes. Et c'est aujourd'hui pour moi une grande fierté d'avoir remporté ce prix en étant femme, mais surtout un prix qui est destiné à l'intérieur du pays, parce que tout est concentré dans la capitale. Et cette fois, nous sommes heureux de vous annoncer que ce prix va à l'intérieur du pays, plus précisément à Pita, et que nous en sommes fiers et que nous en ferons bon usage. Je suis fière de moi aujourd'hui, je suis fière de l'équipe que je suis en train de diriger, je suis fière de Sats Media. Il ne s'agit pas d'être premier ou première. L'essentiel, c'est l'ensemble des formations que nous avons eu à suivre ici. Et je suis sortie avec notre satisfaction. Donc c'est une fierté pour moi. Dans l'ensemble, ils ont tous été outillés pendant 3 jours sur le marketing digital, l'usage d'outils numériques et des médias sociaux. Et dans un instant, c'est le sport dans ce journal, juste après cette courte pause. Bonsoir à vous, Paul Fatia Tunkara. Bonsoir, Vita. Bienvenue à vous. Alors, une possible sanction contre la Guinée à l'issue du match Guinée-Malawi. Oui, mais bien avant, on va parler du match qui a opposé le Sili national au Malawi. C'était au compte de la 2e journée de la campagne éliminatoire pour la Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr, au stade général Lansana Conté de Nongo. Après ce match, des incidents ont émaillé cette victoire à l'arraché obtenue par le Sili national qui se devait se ressaisir après sa défaite encourageante face à l'Égypte. L'officier média de la Confédération africaine de football, Tanou Diallo, s'est également prononcé sur la Coupe d'Afrique des Nations, gracieusement attribuée à la Guinée depuis 2014, mais cela fait 8 ans que rien, aucune action, aucune brique n'est posée. L'opinion est partagée entre un optimisme réaliste et un scepticisme béant. La Guinée va-t-elle pouvoir honorer ce rendez-vous majeur? Tanou Diallo s'est exprimé au micro de Hamza Tandia. C'était aux sorties de l'émission de Talk Show. Les GG ont suivi cet élément de reportage et derrière, on va évoquer les possibles sanctions qui attendent la Guinée après l'envahissement et la vandalisation des installations du stade général Lansana Conté Nongo. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 revient à la... Maintenant, pour revenir à l'envahissement de la pelouse, c'est des événements assez regrettables. Quand on est dans un stade de football, on n'a pas envie de voir ce genre d'événements. C'était déplorable. Après le but de la Guinée, que des gens se retrouvent dans la zone 1 du stade, et qu'ils fassent ce qu'on a vu. On n'aurait jamais souhaité cela.
Parce que tout simplement, on savait qu'avant ce match-là, on avait l'épée de Damoclès sur nos têtes. Donc ça veut dire qu'on était sous la menace des sanctions de la Confédération africaine de football. Maintenant qu'il y a eu ces événements-là, il y avait un commissaire de match, il a fait son rapport, qu'il a transmis à la CAF de prendre des sanctions. Les sanctions qu'on encourt, c'est possible, on ne peut pas, à mon avis, par rapport à mon expérience personnelle, on ne peut pas éviter les sanctions pécuniaires. C'est pratiquement impossible. Maintenant, derrière, est-ce qu'ils vont nous coller des huis clos? J'attends de voir, parce qu'il y a cette probabilité-là. Et la troisième possibilité, c'est qu'on nous dise, écoutez, vu qu'il y a l'insécurité dans votre stade, vous ne pouvez plus jouer là, donc vous délocalisez vos matchs. À vous de vous débrouiller pour trouver un pays qui est prêt à vous accueillir pour pouvoir jouer vos matchs éliminatoires à la CAN 2023. Alors Paul, quelque chose à rajouter sur ces possibles sanctions? Oui, la Guinée pourrait écoper d'une forte amende financière et des matchs à huis clos pourront être collés à la Guinée. Demain, une réunion tripartite va se tenir au siège du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui va donc connaître la participation des forces de sécurité qui ont assuré la sécurité, le CONOR, mais aussi le comité, le ministère en charge des sports pour situer le degré de responsabilité par rapport aux incidents qui ont émaillé la victoire du Sili national de Guinée. Et là, on va évoquer également l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La Guinée, encore une fois, on se pose la question, va-t-elle pouvoir honorer le cahier de charge de la Confédération africaine de football? Si vous nous permettez, Binta, on va suivre cet élément de reportage de Hamza Tandiaï, réalisé bien sûr avec l'officier média Tanou Diallo. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 revient à la Guinée. Mais les travaux de construction des infrastructures pour être à ce rendez-vous continental n'ont pas encore démarré. Pour cet officier média de la CAF, l'organisation d'un tel événement n'est pas une petite affaire. Si c'est les 30 millions de dollars, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Organiser une CAN, ce n'est pas organiser un tournoi interquartier. Vous recevez 24 équipes africaines chez vous. Donc ça veut dire à peu près la majorité du continent doit se retrouver chez vous. Et pour organiser une CAN, les exigences, en ce qui concerne les stades, on vous demande de mettre à disposition 6 stades de compétition. Et chaque stade doit avoir 4 terrains d'entraînement. Connaissant l'exigence de la Confédération africaine de football, cet observateur se pose des questions. Il faut le rappeler, à 6 mois du début de la compétition, vous devez remettre les clés de tout ce qui est infrastructure. Est-ce que la Guinée, ce que la Guinée n'a pas réussi à faire depuis 2014 jusqu'à 2022, est-ce que c'est en 2 ans et demi qu'on réussira à le faire? Depuis sa mise en place, le comité d'organisation de la CAN 2025 a tenu beaucoup plus de réunions et les actions n'ont jamais suivi. Pour notre interlocuteur, c'est désormais impossible, vu le retard accusé. C'est pratiquement mort, on ne pourra pas le faire. Peut-être que j'attends de voir ce qui va se passer sur le terrain, parce que jusqu'ici, ce que je vois, ce sont des discours. Et les discours n'organisent jamais une compétition. Vous devez aller sur le terrain, construire les infrastructures qu'il faut, parce que tout simplement, ici, tout est à faire. A signalé qu'une mission de la CAF séjourne en Guinée pour évaluer les travaux. Déjà, plusieurs autres pays, dont l'Algérie, ont fait des correspondances à la CAF pour l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. Parlons toujours football, mais cette fois avec les U20. Le tirage est prévu le 30 juin, Paul. C'est la Mauritanie qui va abriter du 28 août au 10 septembre prochain le tournoi de la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines, en abrégé UFOA, réservé aux joueurs âgés de moins de 20 ans. Même si la Guinée n'a pas encore d'équipe junior constituée, le pays va bel et bien prendre part à ce tournoi dont les 2 meilleures équipes seront de facto qualifiées aux prochaines phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans prévue en 2023. C'est au pays des pharaons, c'est en Égypte pour être beaucoup plus précis dans les détails. 8 pays sur les 9 de la zone
UEFOA A, à savoir la Mauritanie, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, le Libéria, le Mali, le Sénégal et la Sierra Leone prendront part à cette compétition. A préciser que le tirage au sort aura lieu le jeudi 30 juin prochain en marge de l'Assemblée générale de la zone et le Sili national des moins de 20 ans sera alors situé sur ses adversaires dans sa poule et son calendrier. Il faut rappeler que le CONOR avait déposé tous les staffs techniques de toutes les tanières du Sili national, toutes catégories confondues. Diambobo va-t-il postuler pour se succéder à lui-même ou quelqu'un d'autre reprendra-t-il la main? Grosse interrogation, l'avenir nous édifiera. Grosse interrogation donc. Paul, au Sénégal, Sadio Mané fait une annonce pour Bambali. S'il faut résumer la personnalité de Sadio Mané en 4 mots, on ne trouvera pas mieux que l'humilité, la générosité, le travail, mais aussi la discrétion, puisqu'il a son cœur au bout des doigts. Oui, Sadio Mané, il est en train de transformer son village en une véritable cité moderne. Il y a déjà financé la construction d'une mosquée à hauteur de 50 millions de francs CFA, d'un lycée ultramoderne à hauteur de 150 millions de francs CFA. Il a également contribué à récompenser l'excellence dans le milieu scolaire, avec à la clé un ordinateur et 250 000 francs CFA aux meilleurs élèves qui s'illustrent à la fin de chaque année scolaire. Après avoir déjà financé la construction d'une mosquée, d'un hôpital, Sadio Mané va continuer de gâter son village de Bambali. Actuellement présent sur place pour ses vacances, l'attaquant de Liverpool a pris part à un match amical sur un terrain boueux. Oui, parce que c'est là-bas tout a commencé. Sadio Mané, vainqueur de la CAN 2021, compte bien remédier à ce problème en finançant l'installation d'une pelouse synthétique. J'ai rejoué sur ce terrain historique avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup aimé rejouer sous la pluie sur le terrain de Bambali. Mes anciens coéquipiers d'enfance en ont fait la demande. Ils m'ont dit qu'il est temps de changer le terrain. Je vais lancer les travaux et dans 5 et 6 mois, le stade sera doté d'une pelouse synthétique. J'espère que mes partenaires vont m'accompagner à glisser le joueur de Liverpool. Dans des propos rapportés par le site 8 Sport, tout ce que je fais est destiné au Sénégal. Certes, c'est à Bambali, mais il faut toujours qu'on commence quelque part. Une générosité toujours autant appréciée par les fans du Lion. Voilà un autre acte salutaire posé par le leader de l'équipe nationale du Sénégal, reconnu à l'interne, mais aussi assumé à l'externe sur le terrain. Et toute autre chose, handball, la fédération organise un stage sur fonds propres. Oui, justement, voilà l'une des fédérations les plus expressives ou les plus prolifiques du giron du sport guinéen, puisqu'elle revient rarement bredouille ou bras ballants des compétitions auxquelles elle participe. Elle engage toujours des prouesses à la fois individuelle mais aussi collective, avec à sa tête le président visionnaire Mamadou Paye Camara. Durant une semaine, les handballeuses guinéennes vont s'employer sous la direction du coach Thierry Vincent. 20 joueuses professionnelles ainsi que quelques joueuses locales seront du regroupement de Conakry, billets d'avion des athlètes et du staff, hébergement et déplacement. Tout est assuré par la Fédération guinéenne de handball avec à sa tête le président Mamadou Paye Camara. Ce stage est une aubaine pour les handballeuses guinéennes de peaufiner leur préparation avec le technicien français Thierry Vincent et ses hommes à 1 mois du tournoi continental. La Fédération guinéenne de handball, par le biais de son président Paye Camara, se bat pour offrir les meilleures conditions de préparation dignes de nom aux différentes équipes nationales de handball. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Paul Fatia Tunkara, pour toutes ces informations. Merci Binta. Et pour finir, je te fais chevalier de l'ordre national du mérite de la présentation et de l'habillement. Parce que tu crèves l'écran quand il est 22h. Merci beaucoup, Paul. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.